Bonjour. Tout le monde m'entend? Oui, bon, ben c'est parfait. Tant mieux. Bon, il me fait plaisir de vous présenter des idées qui me tiennent vraiment à cœur. Elles proviennent en fait de mon doctorat à l'ENAP, un peu comme Geneviève vient de le dire. Ça fait depuis 2003 que je m'intéresse à l'organisation des services humains complexes, dont l'itinérance. Deux remarques en passant. La première, c'est que j'emploie l'expression sans-abri comme raccourci. Parce que pour moi, en fin de compte, je ne voudrais surtout pas que ça contribue à les stigmatiser davantage. Une expression qui serait plus respectueuse, ça serait personne en situation d'itinérance, mais ça fait un petit peu long dans une présentation de 15 minutes. D'ailleurs, je vais passer un petit peu vite sur certaines diapositives, si vous me le permettez. Comme ça, on pourra y revenir selon vos intérêts. Et puis, comme ça, je pense que je préférerais privilégier la discussion. L'autre remarque, ça concerne le choix de l'image sur la première diapositive. Elle reflète bien les propos de certains intervenants, c'est-à-dire qu'ils m'ont souvent parlé qu'ils essayaient de tricoter des mailles autour des sans-abri avec des partenaires. Donc, sans plus tarder, l'itinérance, on ne se le cachera pas, ça constitue un phénomène social complexe. On ne s'entend ni sur les définitions, ni sur le nombre, ni sur les façons d'intervenir. Par exemple, à Montréal, en 2015, dans les médias, on retrouve, disons, le nombre de sans-abri oscille entre 3 016 et 30 000 pour une population de 1 800 000 personnes. Les sans-abri ont souvent des besoins variés qui s'accumulent. On peut penser ici à la nourriture, aux vêtements, aux cartes d'identité ou encore à la santé physique. Ces besoins peuvent aussi différer selon 3 filières historiques à Montréal, soit les hommes, les femmes et les jeunes. Or, aucun intervenant ni organisation ne peut offrir seul tous les services nécessaires pour les aider. Les intervenants vont tisser des liens avec d'autres praticiens pour donner des services et pour donner aussi, surtout, accès à ces services-là. De façon graphique, pour l'équipe itinérance, ça donne la figure suivante. Évidemment, je ne vous demanderai pas de la lire ou de la retenir. Disons que ce qui est important ici, c'est que l'équipe qui est au centre, elle est spécialisée auprès des personnes de 26 ans et plus qui souffrent de troubles mentaux graves. Les 12 organisations qui l'entourent, qui sont dans une boîte un peu plus en gras, ce sont les autres participants de la recherche qui a été réalisée en 2008-2009. Et les 80 organisations à la périphérie, ce sont celles qui ont été mentionnées par les intervenants. Mais je peux vous dire tout de suite qu'il y en a probablement davantage. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ces réseaux de relations-là sont mis en pratique par les intervenants de première ligne. Pourquoi? C'est parce que suite à une recherche que j'ai effectuée en 2003-2004 avec Alain Dupuis, on sait qu'il y a une coordination qui se produit dans les interactions entre les intervenants du secteur public et communautaire. Mon doctorat visait à approfondir cette coordination qui est souvent peu visible afin de bien montrer la créativité des intervenants. Je vais passer vite sur la méthode et puis sur le cadre théorique. Disons que la recherche repose essentiellement sur 35 entrevues auprès de l'équipe itinérance et de ses partenaires. Pourquoi l'équipe itinérance? Parce que c'est une pionnière de l'action publique face aux sans-abri à Montréal. Elle existe depuis une trentaine d'années déjà. Et puis, elle a servi de modèle pour la mise en place des autres équipes itinérance au Québec, dont les équipes justement à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Laval et aussi à Québec. Je pense que je répète, mais en tout cas, disons, juste pour vous donner un ordre de grandeur, il y en a à peu près 5. On lui reconnaît aussi une capacité de tisser des liens peu formalisés afin de réaliser son mandat, soit de faciliter l'accessibilité aux sans-abri aux services socio-sanitaires. Pour ce qui est de mon cadre théorique, il repose essentiellement sur la notion de travail relationnel, soit le temps, l'énergie et les efforts qui sont nécessaires pour créer, maintenir ou encore abandonner des liens. Cette notion permet surtout de bien saisir ce que font les intervenants lorsqu'ils interagissent pendant l'aide aux sans-abri. Les diapositives suivantes vont présenter mes principaux résultats de recherche. Pour ce qui est de la forme des liens, ces liens sont souvent nommés partenariats. De nature informelle et souvent personnalisée, ces liens se réalisent lors de face-à-face ou au téléphone. Ils se produisent durant les activités quotidiennes comme l'outreach, la référence ou encore l'accompagnement. Je peux l'illustrer par un exemple. C'est une intervenante communautaire qui se rappelle d'un monsieur. Celui-ci souffre d'un syndrome d'alcoolisme fœtal qui a été référé par l'équipe itinérance. Pour ce monsieur, ça a pris plus de 4 mois pour le convaincre de faire une demande d'aide sociale. Or, l'agent d'aide sociale sur lequel elle tombe manque de compréhension. Il lui donne toujours des rendez-vous
en après-midi, au moment où le monsieur est déjà très intoxiqué. Elle a beau lui expliquer la situation, lui fournir les papiers médicaux signés par les médecins, il n'y a rien à faire. C'est toujours un rendez-vous l'après-midi. Après quelques semaines, un peu découragée, elle appelle une infirmière de l'équipe itinérance qu'elle connaît, puis elle lui demande ce qu'elle peut faire. Celle-ci lui répond « C'est correct, je vais prendre le relais ». Elle met aussi à contribution un collègue travailleur social, et à 3, après beaucoup de discussions, le monsieur finit par obtenir un rendez-vous en matinée. Ce qui est surtout important, c'est que ces intervenants vont tisser des liens dans certaines conditions, en utilisant différentes façons de faire, en rencontrant des défis et en produisant certaines conséquences. Pour ce qui est des conditions, à Montréal, elles sont plutôt difficiles et marquées par l'augmentation du nombre de sans-abri et souvent la dégradation de leur état, les difficultés d'accès à certains services et des rapports inégalitaires reconnus, ainsi qu'une certaine méfiance entre le secteur public et communautaire. Cependant, un élément mobilise beaucoup de ces acteurs. Il s'agit de la cause d'aider les sans-abri. Pour ce qui est des façons de faire, les intervenants en ont mentionné 8. Ces façons de tisser des liens ne sont pas les seules possibles, évidemment. Elles ne sont pas non plus mutuellement exclusives. Elles ont essentiellement une nature qui est exploratoire. Plus précisément, les intervenants peuvent créer des liens en prenant le temps de connaître autrui, en personnalisant des liens, en évaluant autrui ou encore en organisant leurs tâches et leurs rôles de différentes façons. Puis, ils peuvent maintenir des liens en organisant leurs tâches et leurs rôles, en entretenant leurs liens ou encore en les réparant parfois. Ils peuvent arrêter leurs liens en mettant à distance les relations difficiles ou encore en mettant en dormance certains liens. Ce tissage de liens ne va vraiment pas de soi. Il comporte au moins 5 défis. Soit le premier, c'est la taille, la nature bureaucratique et le fonctionnement par spécialisation du réseau. Le deuxième, c'est les différences de philosophie et de mode de fonctionnement entre les intervenants et les organisations. Après ça, le roulement élevé des intervenants communautaires et publics va aussi nuire beaucoup aux liens. L'invisibilité relative du travail relationnel pour les systèmes publics d'évaluation de la performance nuit aussi aux liens. Et finalement, l'approche adoptée par son interlocuteur peut aussi nuire aux liens. On peut ici indiquer la rigidité face aux règles ou aux procédures, l'imposition de façon de faire ou encore donner des ordres, les reproches d'inaction ou encore le dumping, ou en français, ce qu'on appelle des références sauvages. Pour ce qui est des impacts, les intervenants en mentionnent 3. Premièrement, lorsqu'il se déroule bien, ce tissage de liens permet la réalisation des tâches. Comment? En favorisant la mise en place, pendant les interactions, de ce que j'appelle des plans de match qui sont flexibles, qui sont peu formalisés et adaptés à la situation des sans-abri, ainsi qu'aux préoccupations des intervenants en présence. Comme l'exemple de tantôt l'illustrait un peu. Deuxièmement, lorsqu'il se déroule bien, ce tissage de liens permet aussi la mise en place de ce que j'ai appelé un cercle vertueux de soutien. C'est-à-dire que des intervenants qui se connaissent déjà, qui ont travaillé ensemble, qui se font confiance et qui déploient des façons de faire et des normes, vont assurer l'entretien et parfois même le renforcement des liens. Cela se produit souvent par la mise en place d'un espace d'aide et de dialogue. Comme celui qui est souvent visé par les interventions avec les sans-abri, un tel espace permet la réflexion collective, la ventilation et aussi l'aide entre les intervenants. Finalement, lorsque ce tissage se déroule mal, les intervenants peuvent faire face à un cercle vicieux de portes closes. Celles-ci entraînent beaucoup d'impuissance. Et elles sont dues aux stéréotypes, aux approches rigides des interlocuteurs ou encore à une incompréhension de la situation vécue par les sans-abri, un peu comme l'exemple dont je vous parlais tantôt. Maintenant, si vous me permettez de conclure. Premièrement, beaucoup d'intervenants indiquent que leurs partenariats dépendent des individus en présence. Toutefois, un des résultats de recherche, c'est qu'il ne s'agit pas de n'importe quel type d'individu. Cet individu adhère à un code socioculturel particulier qui est marqué par la réciprocité ou le fameux donnant-donnant des trocs ou des échanges de services, le respect de ses engagements, la préoccupation face à autrui, l'honnêteté, le non-dumping ou encore la mobilisation par une cause. Et cet individu s'insère dans des réseaux. Il est loin d'être solitaire. Il est souvent prêt à collaborer avec autrui pour agir dans des conditions difficiles qui sont fréquemment marquées par l'urgence. Puis, cette collaboration
reposent sur des façons de faire qui ne sont pas des recettes. Elles font partie d'un processus d'apprentissage dans l'action, par essai-erreur, dans des situations toujours particulières. Finalement, cette action collective montre bien que ces intervenants peuvent se coordonner et s'organiser pour réaliser leur travail. Il faut documenter davantage cette compétence de coordination. C'est d'ailleurs un des buts de mon postdoc dans le secteur de la santé mentale. Mais ça, c'est une autre histoire. Comme je suis chercheur, la dernière diapositive expose mes principales références si jamais le sujet vous intéresse. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, M. Farnas. Maintenant, on va laisser la parole à Miguel. On vous écoute. Oui, bon. Bonjour. D'abord, merci de nous donner la chance de participer à cette activité. C'est pas tous les jours qu'on nous sollicite dans le milieu communautaire pour réfléchir, nous amener à réfléchir sur des documents ou des post-doctorats. Donc, merci. Ça nous a demandé 2 réunions d'équipe. Ça va. Donc, je vais tenter d'être le porte-parole de mon groupe et de mon équipe de travail. Et puis, allons-y. D'abord, petit point au début concernant la définition d'itinérance, vous avez bien fait de le souligner. Dépendamment de la définition qu'on utilise quant à l'itinérance, on va passer de 3 000 à 30 000. Si on a une définition plus fonctionnelle, plus ouverte, évidemment, beaucoup plus de gens peuvent être considérés comme des itinérants ou des personnes en situation d'itinérance, alors que quand on a une définition très restreinte de l'itinérance, un itinérant est quelqu'un qui n'a pas de toit, bien évidemment que les chiffres descendent. Premier point. Deuxièmement, pour nous, ce qui est intéressant de voir, bon, au niveau de tout ce qui est création de liens, maintien de liens et rupture de liens, de toute évidence, vous avez fait des entrevues avec des intervenants qui nous ressemblent parce qu'on est tout à fait d'accord. C'est-à-dire que c'est sûr que la création de liens se fait dans l'implicite. Il n'existe pas de recettes ou de contrats qui vont garantir un lien. On ne peut pas faire signer un contrat à quelqu'un et dire « tu es obligé d'être mon ami ». Ça ne fonctionne pas. Donc, évidemment, dans l'importance qui est mise autour du lien, Arabe Jeunesse, on est d'accord tellement que dans notre planification stratégique qui est pour les prochaines années, la création de liens apparaît dans nos 3 objectifs. Parce que, bon, on ne croit pas que la création de liens est une fin en soi, sauf qu'elle est l'amorce de toute démarche, si on veut. Si on n'a pas de lien, il n'y a rien de possible. Par ailleurs, nous, la spécificité que nous avons dans le nord de la ville, en lien avec la situation des personnes sans-abri ou en situation d'itinérance, c'est le fait qu'il y a peu de ressources en itinérance ou destinées aux sans-abri dans le nord de la ville. Donc, nos interlocuteurs institutionnels n'ont pas nécessairement cette a priori que vous nommez, qui est celle d'aider les sans-abri. L'idée même d'aider les sans-abri peut souvent se résumer à « ils doivent aller au centre-ville parce qu'il y a des ressources au centre-ville ». Donc, nous, le premier défi dans le nord de la ville en tant qu'organisme communautaire qui travaille avec des personnes itinérantes, c'est de sensibiliser nos interlocuteurs à la question de l'itinérance, ce qui n'est pas nécessairement un défi autant au centre-ville ou ailleurs dans les métropoles. Premier point. Le passage aussi entre l'institutionnel et le communautaire se fait, évidemment, dans le communautaire, comme vous le dites, les partenariats sont considérés comme des amitiés. Alors que dans le milieu institutionnel, les partenariats ont besoin d'être légiférés par des contrats ou des ententes de services ou, bon, un processus plus rationnel. Alors que dans le communautaire, on fonctionne souvent, parfois, un peu plus dans l'implicite. Puis les partenariats entre le communautaire et l'institutionnel, c'est souvent là que ça va clocher, c'est que quand on essaie d'institutionnaliser l'implicite, c'est-à-dire la bonne entente, puis qu'on essaie d'en faire un contrat, là, soudainement, on se frappe à des structures administratives, à des hiérarchies, à des personnes qui vont me dire que c'est peut-être pas possible ou ça va être compliqué. Ça, on l'entend souvent. Ça serait le fun, mais ça va être compliqué. D'accord. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va se replier. Puis là, j'en viens à mon... Puis ça va être le dernier point. J'ai pas envie de m'étirer. Honnêtement, c'est très bon. Ça décrit bien notre réalité. Moi, j'ai beaucoup accroché, en fait, à la fin sur les 5 défis, en fait, qui sont posés dans la collaboration ou dans les partenariats entre les partenaires. Les partenariats entre les partenaires, ça se dit mal, mais bon. D'abord, vous parlez de la spécialisation et du corporatisme. Moi, ce que je nomme le corporatisme, c'est-à-dire une surspécialisation. C'est-à-dire qu'on tente de créer un partenariat ou
ne serait-ce qu'une référence avec quelqu'un, puis on a l'impression que notre interlocuteur est plus à la recherche de solutions pour refuser la référence que de solutions pour l'accepter. Donc là, il y a comme, ah non, moi je travaille avec les itinérants, mais 16, 24, il y a 25, oublie ça. Ou toutes sortes on est tous confrontés à ça un jour ou l'autre, des gens qui vont se protéger par la spécialisation de leur organisme ou par la mission. La deuxième contrainte, c'est l'approche et la philosophie, parce qu'évidemment, ce n'est pas parce qu'on travaille en itinérance qu'on a nécessairement la même approche ou la même philosophie. On le voit par exemple, je ne sais pas, moi, les questions autour de la prostitution. On peut avoir des enjeux prostitution, travail du sexe. C'est des enjeux philosophiques, c'est des enjeux d'approche. Or, l'objet est le même. C'est une femme ou un homme qui se prostitue ou qui travaille qui utilise son corps pour le travail. Troisièmement, vous parlez du roulement. Bien, ça, évidemment, le roulement dans le milieu communautaire est sans cesse, ne serait-ce que parce qu'à chaque 6 mois, on ne sait pas si le gouvernement va couper des subventions ou pas. La sécurité d'emploi dans le milieu communautaire n'existe pas. Donc, évidemment que, malheureusement, des gens, parfois, viennent qu'à aller chercher ailleurs. Parce que, bon. Puis, comme vous disiez, puisque les relations partenariales vont repose beaucoup sur les relations entre individus. Quand un individu avec qui on a une bonne relation, par exemple à la ville ou à tel endroit, part, là on se dit « Ah merde, qui le remplace? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? » Donc, tout un partenariat qui fonctionnait bien s'écroule parce que l'individu qui en était porteur disparaît. Puis, c'est là, à partir de là, c'est tout le problème des transferts, puis du transfert des acquis, du transfert des partenariats. La nouvelle personne ne peut avoir aucun intérêt dans ce qu'on fait. On se retrouve à avoir travaillé pendant 3 ans sur quelque chose qui tombe à l'eau, ce qui est tout à fait qui est triste. Ensuite, évidemment, parce que les liens sont en 4e lieu, ce travail est parfois invisible. Ça, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai. Quand on crée des liens, il n'y a pas toujours un rapport, un bilan ou une colonne qui va l'indiquer. C'est difficile de quantifier la valeur d'un lien. Des fois, c'est un contact qu'on va croiser ici, par exemple, on se salue, puis de ça va en découler quelque chose. Mais je le mets où dans mes colonnes statistiques pour avoir plus de budget? Ça n'existe pas. Donc, les gens vont me dire « Ouais, mais ça sort où, ça, dans tes affaires? » Là, il faut qu'on se trouve des manières pour rédiger quelque chose qui a l'air intelligent pour montrer que ça existe. Donc, des fois, on se retrouve à travailler beaucoup à justifier des choses qui sont implicites, puis à les mettre en forme. Puis, évidemment, le dernier, qui est probablement le classique, là, le dumping sauvage ou la référence sauvage, ben ça, c'est tout le problème aussi, soit intercommunautaire, interinstitutionnel, de l'institutionnel au communautaire. C'est toute l'idée du caseload qu'on veut se débarrasser pour référer à quelqu'un. Puis là, on se met à la recherche de « Ah, mon Dieu, tu connais-tu une ressource alimentaire dans quel coin? Ils vont s'en occuper. » Puis là, la ressource alimentaire. « Ouais, mais c'est pas un problème d'alimentaire, c'est un problème de logement. » Ah bon, OK. Puis là, on se retrouve dans des... Puis bon, on se rend compte que les personnes sont renvoyées d'une place à l'autre, sans jamais vraiment être prises en charge, mais tout le monde dans ces statistiques peut dire « Je m'en suis occupé, je m'en suis occupé, je m'en suis occupé. » Donc, je crois que sur ces 5 enjeux-là, au niveau des défis, je pense que c'est ça qu'il faut prendre en considération le plus dans notre travail pour voir comment est-ce qu'on peut contrer ces problématiques-là. Je crois qu'il y a des solutions pour chacune, pas des solutions complètes, mais il y a quand même En fait, en conclusion, je dirais que le principal défi, c'est qu'il faut que les institutions, que ce soit communautaires ou les CLSC, pas les CLSC, pardon, ou institutionnelles, puissent être porteurs de ce que les individus... Il faut laisser des traces. Notre rôle en tant qu'intervenant ou en tant qu'acteur du milieu social, c'est quand on fait quelque chose, on ne le fait pas pour soi, on le fait pour notre organisme, pour notre institution, pour qu'il y ait des traces. Si quand on quitte, il n'y a rien, puis que la personne qui nous remplace doit tout recommencer, on a mal fait notre travail. Parce qu'on est des acteurs de la société, on n'est pas des... Moi, en tout cas, je ne suis pas un thérapeute individuel, puis je suis là pour transmettre de quoi. Donc, le jour où je vais quitter Rap Jeunesse ou le projet Marc, je veux qu'il y ait quelque chose sur lequel la personne qui me remplace peut s'asseoir. Voilà, c'était mon... Je ne sais pas si j'ai d'autres commentaires. En fait, j'en aurais plein, mais...